Le problème que je voudrais aborder maintenant, c'est, en se concentrant sur un couple plante-champignon, c'est le problème du maintien du mutualisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous regardez un dispositif comme ça, vous apercevez qu'en fait, il est coûteux pour les partenaires. On a dit déjà que les plantes, alors je vais remettre les chiffres sur la table, une plante ectomycorhizée, c'est 20 à 40% de sa photosynthèse qui passe dans les mycorhizes, c'est-à-dire dans les tissus racinaires et les champignons de l'association. C'est plutôt 10 à 30% pour les endomycorhizes. Ça coûte moins cher, les endomycorhizes. Mais en même temps, ça ne fait pas le même taf, vous avez vu. En quelque sorte, on en a pour son argent. Puisque l'endomycorhize a une palette de fonctionnement qui est moins large que l'ectomycorhize en moyenne, qui va taper dans d'autres ressources. La question, c'est qu'est-ce qui empêche à un moment un petit malin de filouter? Qu'est-ce que c'est qu'un petit malin? Ce n'est pas un truc qui a pensé à gruger l'autre. C'est une plante mutante qui donne un petit peu moins aux champignons, mais qui prend autant. Cette plante mutante, la mycorhize lui coûtera moins cher et elle fera plus de graines, par exemple. Et si elle fait plus de graines, à la génération suivante, il y en a plus des comme ça. Et vous voyez que plus on triche, plus on économise sur le partenaire, plus on fait de descendants. Alors, je suis d'accord avec vous que c'est mal barré parce que le partenaire va être de moins en moins en forme. Mais ma logique ne regarde pas ça. Ma logique, c'est combien de descendants tu fais. Et si vous en faites un peu plus en grugeant un peu plus le champignon, les champignons sont de moins en moins en forme, il y en a de moins en moins, mais il y a de plus en plus de vos graines. Et quand il ne reste plus qu'un champignon qui a sa dernière molécule d'azote à donner, il est dans un monde où il est entouré de plantes qui ne donnent plus rien aux champignons, qu'est-ce qu'il va faire? Très probablement, il va le donner à une plante qui ne va pas lui redonner grand-chose. Et ce qui va se passer, c'est que le système va collapser. Vous êtes d'accord que ça ne se passe pas comme ça, mais le raisonnement brutal, c'est il y a une sélection pour faire des descendants. Une des façons de faire des descendants, c'est de donner moins à ses partenaires quand l'association a un coût. Et donc, normalement, on devrait sélectionner petit à petit des trucs qui donnent de moins en moins jusqu'à ce que le système s'écroule. Il ne s'est pas écroulé, il doit se passer autre chose. Comment l'association fonctionne-t-elle pour que ça reste mutualiste, c'est-à-dire à bénéfice réciproque? Et d'ailleurs, c'est pareil pour le champignon. Ça lui coûte une partie de son azote, une partie de son phosphate. Avec ça, il pourrait grandir ailleurs. Vous y êtes? Alors, on sait d'ailleurs que les mauvais couples en termes de fonctionnement existent. C'était ce diagramme-là, ok? On voit très bien que dans ce cas-là, la plante se fait gruger. Mais dans ce cas-là, elle ne se fait pas gruger. Alors déjà, c'est une partie de la réponse. Vous voyez que le champignon qui est capable de gruger cette plante, s'il existe encore, c'est parce que par ailleurs, il y a des plantes à qui il donne quelque chose et qui, elles, survivent. Mais c'est plus compliqué dans le détail. Simplement, quand vous regardez ce dispositif, vous voyez bien qu'effectivement, il y a des couples qui ne marchent pas. Et c'est des couples où un des partenaires, en fait, optimise l'association pour lui et rend rien. Cela dit, s'il n'y avait que des couples comme ça, ce serait le foutoir. Or, il y a des couples qui ne sont pas comme ça. Comment ça se passe? Alors, regardez l'expérience suivante et vous allez voir que la solution de ça, elle est triviale. Dans cette expérience, les auteurs ont divisé une boîte de pétri en 3. Alors, c'est un dispositif un peu plus simple qu'un seul. Et vous allez voir, il permet de tester des choses. La racine est ici, elle reçoit du saccharose, qui est donc un disaccharide, marqué au carbone 14. Là, il y a 2 champignons, chacun dans leur coin, l'un dans un coin où il n'y a pas de phosphate, l'autre dans un coin où il y a du phosphate. Et ces champignons peuvent sortir par des micro-trous. Alors ils sortent, vous voyez, en musique, et ils vont coloniser la racine. Mais la racine, elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas aller chercher le phosphore ici. Et ces champignons donc, sont des gloméromycètes. La racine, c'est un signe de carotte, il faut y croire. Et le champignon, c'est un gloméromycète. Et le gloméromycète, il ne peut pas manger le saccharose. Il peut manger que du glucose. Donc il faut que la plante lui découpe et lui donne. Il n'y a pas accès lui-même. Et donc vous allez pouvoir voir qui donne à qui. Vous allez pouvoir voir à quel champignon la racine donne le carbone. Puisque les champignons, ils arrivent ici, mais ils ne peuvent pas prendre le saccharose, il faut que la racine les leur donne. Et à qui elle donne, à votre avis? On voit que la racine donne beaucoup moins de saccharose, il y a moins de radioactivité qui arrive là.
Enfin, c'est du glucose qu'elle donne. Elle donne moins de sucre au champignon qui ne peut pas donner de phosphate qu'au champignon qui donne du phosphate. Gardez en tête que le champignon avait quelques réserves de phosphate. Donc ce champignon, ce n'est pas qu'il donne zéro. Il donne ce qu'il peut à partir de ses réserves. Donc ce n'est pas vraiment zéro. Mais en tout cas, c'est moins que ça. C'est pas beau? Il y a une réponse physiologique de la plante, sans doute au niveau de l'arbuscule, enfin on ne sait pas encore comment ça se passe au niveau cellulaire, et la plante, elle donne quand elle reçoit. Et le champignon, me direz-vous? Alors même chose, on met un champignon à grandir où il peut coloniser en sortant de sa cage là, par des tout petits trous, deux racines qui elles ne peuvent pas rentrer là. On donne à ce champignon du phosphate radioactif, donc il a du phosphore, et il peut coloniser une racine où il y a du saccharose, du côté de laquelle il y a du saccharose, donc elle peut donner du sucre, ou une racine qui ne peut pas donner de sucre, sauf à partir de ses réserves, mais ce sera beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, le phosphate radioactif, il passe là. Donc, des deux côtés, les partenaires font du testing. L'association se met en place et elle marche si elle marche. C'est-à-dire que chaque partenaire continue à donner s'il reçoit. Et les champignons, en fait, les îles de champignons peuvent-ils se connecter ensemble pour se... Là, on se débrouille pour que ce soit des... Pour la diapo d'avant. Alors, tu sais, c'est une super question. Normalement, c'était fait pour que non. Les auteurs ont juste négligé un petit détail dans cet article qui est paru dans Science et dont on avait écrit un commentaire avec François Rousset. On avait écrit un commentaire parce que c'était une super manip. Et j'ai dit aux auteurs, mais vous êtes au courant que les deux souches utilisées, là, elles sont notoirement, bien que des souches différentes, elles font des ponts. Et alors, pour rentrer vraiment dans le détail sordide de l'histoire, les auteurs se disent, oh là là, on va voir, mais non, c'est pas ça. Bon, puis alors nous, on a fait le commentaire sans trop parler de ça, parce que de toute façon, quand on est invité à faire un commentaire dans une revue comme ça, il faut plutôt mettre en évidence ce qui est bon. Et on a reçu la réponse une semaine après la publication, que ah oui, effectivement, on peut même voir les anastomoses. En fait, ce qui se passe, c'est que les deux champignons se mettent en réseau. En fait, il n'y en a qu'un. Et le champignon, où est-ce qu'il prolifère? Là où il peut manger. Donc cette expérience est complètement foirée. D'accord. Elle est foirée, elle a été refaite dans d'autres circonstances, celle-là a été refaite dans d'autres circonstances qui donnent la même réponse. Mais là, tu as raison, c'est bugué. C'était pas fait pour, ils avaient normalement dû prendre ça, mais voilà, c'est des gens qui ne connaissaient pas bien les gloméromycètes, donc ça arrive, hein. Ils s'étaient plantés. C'est les travaux de Toby Kearse qui sont notoirement vérolés. Tant pis, la leçon quand même... Ça justifie aussi un petit peu la quantité, si tu reviens sur Ah oui, ça justifie un petit peu la quantité des C14 qu'on trouve comme une fuite, oui. À gauche, à rouge. C'est pas vraiment une fuite, mais c'est pratiquement un champignon très probablement qu'il a récupéré d'un autre... Ouais. En tout cas, c'est parce que c'est le même. Bon, alors, ça c'est une finasserie sur une expérience dont l'esprit a été par la suite vérifié, et donc ça a été vérifié pour l'azote aussi. D'accord? Il y a eu la même expérience pour l'azote et qui montre la même chose. Donc l'idée, c'est qu'il y a vraiment un phénomène que nous, on appellerait chez nous du testing. Sauf que, chose importante, parce qu'il ne faut pas utiliser les métaphores n'importe comment, on en parlait à midi, là, ce n'est pas le champignon qui dit « tiens, je vais essayer cette racine ». C'est juste que quand un champignon rencontre une racine et vice-versa, ils font une association. Et puis elle commence à fonctionner. Si le champignon reçoit ce dont il a besoin, il répond physiologiquement en donnant, parce que c'est le meilleur moyen de continuer à recevoir. C'est des réactions physiologiques. D'accord? Donc vous êtes dans une situation où il y a un coût supplémentaire qui est de faire des mycorhizes avec n'importe qui, et après, vous stabilisez, vous faites fonctionner celle, vous donnez dans celle où vous recevez. Sachant que si vous arrêtez de donner, vous ne recevrez plus. Et j'arrive parce que je vois qu'il y a des questions. Il y a juste une chose, c'est que vous allez me dire, ben alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, c'est quand les champignons et les plantes n'ont pas le choix. Je mets dans un pot un champignon et une plante, bon, bah, ils sont obligés de se rencontrer. Et là, ils sont obligés de fonctionner. Et c'est là qu'on voit que ça merde. Mais dans la nature, combien il y a d'espèces différentes sur un système racinaire? Alors, je vais dire un chiffre, mais tu as sans doute un chiffre. J'arrache une plante dans une pâture pas trop fumée. J'ai combien d'espèces de champignons différents entre les différentes racines? Entre les différentes racines. L'ordre de grandeur. Je n'ai pas un chiffre correct en tête, mais au moins une vingtaine. Moi, je dirais entre 10 et 100, oui. Oui, oui. Tout confondu, toutes les racines dans tous les points de la plante, parce qu'en plus, il faut considérer à quel point on récupère les racines pour faire le test. Mais oui. Je pense que les ordres de grandeur, c'est 10 à 100. Donc on a, dans l'association, il y a le choix du partenaire.
Et vous tentez, ben c'est comme dans la vie, je veux dire, a priori, quand les gens viennent vers vous, je transpose ici dans une logique intraspécifique pour une espèce animale qui a une capacité d'intelligence et de prédiction. Bon, mais comment vous faites, vous, pour vous faire des amis? Au début, vous ne rejetez pas les gens, vous commencez à interagir. Puis si l'autre se comporte comme un gros confini, c'est-à-dire vous voyez, vous l'aidez, mais vous n'êtes pas quand vous avez, vous savez, c'est le truc. Vous lui avez payé 15 fois un café, puis un jour, vous avez besoin d'un coup de main pour démarrer votre voiture. Ben non, il est pressé, c'est bête parce qu'il aurait bien aidé. Bon, bah c'est fini, quoi. Mais vous voyez, le truc, c'est qu'une bonne façon d'avoir des interactions de coopération stables, que ce soit intraspécifiquement ou interspécifiquement, c'est de lancer l'interaction puis de voir si on recueille le bénéfice. Et là, il n'y a pas besoin d'être intelligent, il suffit de voir s'il rentre du phosphate. Ça, c'est une réaction physiologique. Hein. Et s'il rentre du phosphate, vous sortez le sucre. Vous y êtes? Et donc ça fait qu'en réalité, eh bien, ceux qui coopèrent sont payés en retour, et donc ils reçoivent plus. Et donc, les tricheurs, ceux qui donnent moins, ils ont beau faire plus de petits, comme ils ont moins, au total, ils font moins de petits. Ils font plus de petits pour chaque unité qu'ils reçoivent, puisqu'ils ne payent pas en retour. Mais comme ils reçoivent moins au total, ben ça fait moins de petits au total. Vous saisissez la logique? Finalement, ça va sélectionner quelques bons champignons. Pas que des bons, parce que les bons sur un, ils peuvent être mauvais pour l'autre. Donc il y aura quand même des mauvais dans l'histoire. Mais ça va faire que ça va maintenir un certain mutualisme. Pourquoi est-ce qu'une plante va avoir 10 ou 20 mycorhizes différents du coup? Pourquoi je ne sélectionne pas celui qui donne le meilleur Alors, il y a tous ceux qui sont installés et puis ça ne marche pas, mais ils sont là. Ils restent quand même. Ah bah oui, puis tu as vu, il y a des petites bribes qui passent quand même. Enfin, ça vasouille. Bah, ils sont là. Ensuite, on pense que tous les champignons n'amènent pas exactement la même chose. Et donc, parce que ça marche pour le phosphore, mais ça doit marcher pour le zinc, ça doit marcher pour l'azote, ça doit marcher pour le molybdène. Ah oui, il en faut quand même un peu, hein, même s'il n'en faut pas beaucoup. Donc il y a sans doute des besoins complexes. Après tout, quand tu vas faire ton marché, tu n'achètes pas tout chez le même marchand. C'est exactement la même logique. C'est que les champignons ont éventuellement offrent d'accès à des ressources différentes. En plus, il peut y avoir un endroit où tu as Ernest qui te fournit un truc super dans la racine droite, mais la racine gauche qui est à 40 cm de là, bah Ernest, il n'est pas là. Donc, bon, vaut mieux prendre Jules, qui n'est pas mauvais non plus. Vous voyez, le truc, c'est qu'il y a aussi une spatialisation, une stochasticité, des aléas de la distribution des champignons. Bref, le fait est qu'il y en a plusieurs, mais entre nous, les écologues ont du mal à expliquer pourquoi il y en a autant. C'est quand même pas clair. C'est un peu plus qu'on ne penserait si on devait prédire le nombre. Oui. Il y a quand même encore un problème. Mais on peut se poser aussi une autre question. À la fin, c'est un avantage d'avoir plusieurs partenaires pour la plante. Parce que si on prend en considération, peut-être on a à un certain moment des pollen-balls qui passent, et il aime bien seulement une ou deux des espèces des champignons qui sont en train d'interagir avec la plante. La plante, il y a tout à fait les autres 8, ou les autres 18. Oui. Okay. C'est vrai qu'il y a une partie des champignons mycorhiziens qui sont en train de se faire bouffer, et donc il y aura moins de réserves à passer à la plante. Et la plante, tout à fait, il peut les récupérer dans les autres. Donc, du point de vue écologique et des soucis écologiques de la plante, c'est pratique d'avoir plusieurs partenaires au même moment. En fait, en d'autres hypothèses, c'était le fait que la plante puisse pas se déplacer et qu'il puisse y avoir des modifications du milieu climatique qui fassent qu'à un moment donné, en fait, il y a une interaction qui est plus bénéfique qu'un autre dans le temps. Non, mais là, il a raison. C'est qu'en plus, selon le moment du développement ou selon la saison, le champignon, s'il sèche, ça a beau être un champignon sympa, bon. En gros, ça veut dire que toutes ces explications, tous ces noms qui sont plausibles, à défaut d'être démontrés, parce qu'ils ne le sont pas, nous montrent qu'il y a une complexité en fait, de l'écologie du sol qui doit sous-tendre. On peut faire l'hypothèse que c'est ça qui sous-tend, qu'il y ait plusieurs partenaires. En tout cas, pour résumer, vous voyez que de ce point de vue-là, on est quand même sur une logique un tout petit peu complexe dans l'interaction entre les partenaires. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est ce gros problème de la fertilité, des pesticides, et puis un autre qui se dessine en toile de fond et dont on pourra peut-être reparler, c'est qu'au fait, les lignées élites, elles ont été quand même sélectionnées pour travailler toutes seules en fait. Avec les engrais, oui. Avec les engrais. On n'a pas sélectionné la capacité à utiliser le champignon ou à choisir le bon champignon. Vous savez ce mécanisme physiologique qui fait que quand le champignon ne donne rien, ben on ne lui donne rien.
on n'a pas sélectionné ça puisque elles ne sont plus dans les circonstances où elles utilisent ça. Vous prenez vos variétés actuelles, vous les remettez en sol pauvre, je ne suis pas sûr qu'elles soient capables d'utiliser au mieux les champignons puisqu'elles ne sont pas sélectionnées là-dessus. On n'a pas les bons sols, On a un exemple demain. pas les bonnes variétés et pas les itinéraires techniques. Hein. Alors on y travaille, mais... Est-ce que, imaginons, une plante sur le sol, on veut implanter une autre plante sur ce sol-là, mais on veut favoriser cette plante qu'on va implanter. Est-ce qu'on pourrait imaginer inoculer une mycorhisation sur une mini par exemple, avec un engrais organique qui pourrait être, je ne sais pas par quelle interaction, que la mycorhize puisse libérer l'engrais pour la plante et aider. Le but, ce serait que la plante qu'on veut cultiver parte en premier que la plante couvrante. Est-ce qu'on pourrait avoir... Alors, c'est un peu la notion de culture préparatoire qui préparerait un peu la microbiologie du sol pour la culture cible. T'en parleras, toi, de ça? Tu donneras deux exemples? Ça, pas avec des cas spécifiques comme celui-là, mais oui. Il faudra qu'on prépare une diapo, peut-être je le ferai si tu ne l'as pas fait, sur les plantes facilitatrices alors. Tu sais les trucs du Penois là? Non, peut-être non, mais on le voit plus tard. Ouais. En fait, il y a une plante qui puisse vraiment démarrer en premier avant l'autre et que celle qui couvre ne soit pas en concurrence. Ouais. Non mais ça Ça se fait déjà, Oui. avec les cultures des couverts. Okay. Oui, exactement. Les associations de couverts et des plantes, l'association, on va dire, des polycultures du point de vue temporaire. Un, il prépare un couvert bien épais, après il les couche et il plante tout de suite l'autre. Mais il ne répond pas peut-être au fait d'avoir une sorte de fertilisation sélective qui favorise seulement une des deux. Là, comme pour la bruyère. Ça ne va pas si loin. Avec la manip la bruyère qui peut utiliser que... Ce serait par exemple un trèfle dans lequel on implante un maïs, mais un trèfle qui est déjà vivant. Avec un fertilisant qui est utilisable que pour le maïs. Voilà, c'est ça. Mais Et qui est libéré que par la mycorhize du maïs. Par exemple, après ça demande peut-être souvent de la recherche. Et Alors ça, oui, mais quelque part la question qu'on peut se poser c'est est-ce que la permaculture n'est pas plus à même d'entretenir les champignons plutôt qu'un sol nu et en plus un sol qui aura été charrué et où les mycéliums ont été foutus en l'air, hein, c'est ça. Est-ce que c'est pas déjà plus à même de maintenir un réseau de champignons tel que quand une plante arrive, elle va se connecter à un réseau existant qu'elle n'aura déjà pas à bâtir? Oui. C'est une vraie question. Il y a déjà des exemples, peut-être demain je vais mettre un diapo alors. sur ça. Mais sur la tomate. Hein. Mais c'est vrai qu'on voit que... On se fait à l'INRA avec des groupes en Espagne par rapport à ça. Mais ce qui est certain, c'est que l'alternance des cultures d'une part et l'existence d'une période de temps où éventuellement il n'y a rien dans le sol, ça pose des questions au regard de ça, oui. On va peut-être prendre encore une question, enfin finir ça, une question, et puis on va peut-être y aller. Parce que parler, on aura le temps ce soir autour d'un verre en plus. Seulement par rapport à ça, légumineuses et par exemple céréales, il y a la technique de strip-till, qui vise exactement ça. Normalement, dans le couvert, on met l'avoine et la févrole. La févrole exactement dans les rangs, ou après, j'ai vu ça, Oui, ou oui, après oui. on va mettre les maïs. Et donc le maïs, donc on fait les couverts. C'est culture mixte séquentielle, On oui. met tout, exactement. Et après on met les maïs exactement dans le même rang où on avait mis la févrole. Donc il favorise directement l'utilisation de l'azote que la légumineuse il avait fixé. Mais effectivement, ça peut passer aussi par des interactions endomycorhiziennes. Mais plutôt dans ces cas-là, c'est l'interaction directe des racines avec ce qui sont les résidus de la légumineuse. Donc, Leonardo, vous avez préparé des cas de figure qui sont vraiment plus agronomiques et où ce genre de questions mériteront d'être reposées. Effectivement, parce que là, moi, j'étais dans la généralité. Et donc, demain, on va basculer dans des agrosystèmes réalistes. Je préparerai j'essaie de préparer une diapo sur les lavandes de... Alors, ça va peut-être vous faire sourire, hein, mais sur les lavandes du Penois, là. La plante, elle relève du carbone de base, même si elle passe du chloride. Ouais, mais alors, c'est pas forcément le même carbone. Tu vois, ces champignons-là, les gloméromycètes, ils peuvent utiliser que du glucose. Ça, dans le sol, le glucose, bon, il y en a un peu, hein, mais je crois que son temps de vie, c'est de 50 millisecondes. Ah Oui, n'importe quelle bactérie l'utilise. Donc, d'abord, ce qui est exudé n'est pas très directionnel. Et deuxièmement, ce qui sort de la racine, c'est plutôt des molécules plus polymérisées ou
Oh, il y a, par accident, il peut sortir un peu de sucre ou l'acide aminé, mais dans les exudats racinaires, c'est énorme. Hein, ça représente, on pense que ça représente entre 10 et 20% de la photosynthèse qui finit exudée. C'est énorme. Si on rajoute les racines mortes, ça veut dire que la plante, elle balance du carbone dans le sol comme une dingue. Hein. Enfin, sauf quand on l'arrache. Mais pour le coup, on nourrirait pas un mycorhizien avec ça. Parce qu'eux, ils sont avec une petite cuillère en or dans la bouche, hein, quelque part. Eux, ils ont l'habitude de manger du sucre, du pur sucre. Et on sait maintenant qu'ils mangent aussi, depuis cet été, puisque c'est sorti, ils mangent aussi des lipides. Ils font pas, les endomycorhiziens, les glomérulocytes, ceux qui vous intéressent pour les agrosystèmes, ils reçoivent deux choses, du sucre et des lipides. Ils ne savent pas faire leurs acides gras. Et en fait, ils le font. Donc, c'est les deux choses. Donc, en fait, c'est vraiment des beaux aliments. Alors que dans les exudats, bon, c'est de la merde qui sort, c'est de la merde en vrac, quoi. Il sort un peu n'importe quoi, dont des molécules toxiques comme des phénols, parce que ça nettoie un peu autour de la racine. Enfin, l'exudat, c'est déjà plus difficile à traiter, quoi. On vient de voir des ponts entre champignons. Est-ce que c'est quelque chose de généralisé ou c'est quelque chose de marginal? Les ponts entre champignons, oui, mais en général, uniquement entre champignons proches. Proche phylogénétiquement, ça veut dire proche du point de vue des espèces ou de la souche. Donc carrément génétiquement, oui. Ouais. C'est pareil, hein, coopérer entre... Parce que c'est ça, fusionner ces filaments, c'est coopérer. Il y a des grosses barrières qui empêchent de faire ça avec n'importe qui. On ne peut pas imaginer un écosystème où tous les champignons sont en réseau. Dans le sol, tout est relié, intercanalisé. Si, à travers les plantes, non? Mais alors, j'ai en réserve, et ça on le fera plus tard, j'ai en réserve, on le fera plus tard, toute l'histoire des communications entre les plantes par champignons. Ça, j'ai pas eu le temps de le faire là, on le fera plus tard. On aura le temps de faire ça ce soir si on s'ennuie vraiment, ou demain, vous en faites pas, on parlera aussi de ces ponts-là. Mais alors ces ponts, on est loin encore de savoir comment ça marche, même si une fois de plus, comme on en parlait à table avec certaines, il y a déjà des films qui nous racontent comment les arbres font l'amour entre eux par champignons interposés. Ça, malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit de l'amour. Bon, on reparlera de ça, et c'était d'ailleurs une des commandes. Ça ne m'a pas échappé. C'est ça, on va y revenir. Quand je repousse les questions, c'est pas pour pas répondre, hein, c'est pour les faire dans l'ordre.